ce région Pays de Loire, Pays de la Loire, que vous apercevez ici, magnifique. Le région Pays de la Loire Tour, dont c'est la première édition, mais qui prend la suite évidemment du circuit de la Sarthe. La Loire ici, ce fleuve magnifique de plus de 1000 km de long, car s'il prend sa source au mont Gerbier-de-Jon, au sud-est du Massif central, en Ardèche, où nous avions d'ailleurs été en début de saison pour la Faune Ardèche classique, eh bien on sait bien qu'il se jette dans l'océan Atlantique avec l'estuaire qui est situé, lui, en aval de Nantes et de Saint-Nazaire, l'estuaire donc en Loire-Atlantique, dans cette région que nous allons sillonner. Et l'on va retrouver les 4 hommes de tête, 4 coureurs qui possèdent 2 minutes et 40 secondes, les 4 échappés du jour, puisque cette échappée est partie peu après le départ. Alexander Kamp est le coureur que vous voyez ici au premier plan avec le Dossard 54, c'est le champion du Danemark. Il appartient à l'équipe Tudor. Et puis on retrouve également en sa compagnie 3 autres coureurs. Xabier Mikel Asparen, le coureur basque de la formation Euskaltel Euskadi. Christophe Riblon vous l'a dit tout à l'heure, il a pris la tête du classement de meilleur grimpeur et il est en train de détrôner Maël Guégan qui était échappé hier et qui porte aujourd'hui donc le maillot distinctif. Le coureur au maillot bleu, le coéquipier de Maël Guégan qui est présent aujourd'hui dans cette échappée, vous le voyez ici, c'est Emmanuel Morin. Emmanuel Morin qui est aussi un peu le régional puisqu'il est de Machecoul. Il est également membre de cette équipe du CIC U-Nantes Atlantique, lui qui a eu l'occasion de terminer l'an passé deuxième de Cholet Pays de la Loire. Une épreuve qui avait été remportée par Marc Sarrault. Marc Sarrault auquel on pense bien sûr, puisqu'on le sait, malheureusement, eh bien, le coureur d'AG2R Citroën n'a pas encore pu débuter sa saison. C'est Pierre qui nous disait ça hier. Hein. Il a une douleur au genou. Du genou qu'il n'arrive tout juste de reprendre à régler complètement. Enfin, oui, il est blessé. Il a été blessé au genou gauche, et puis après au genou droit ou l'inverse. Mais voilà, il a du mal à s'en sortir. On sait que les genoux en vélo, c'est très compliqué. Des fois, on est jamais embêté de notre carrière et on ne sait pas pourquoi. On change de vélo, on change de chaussures ou de pédales. Les pédales automatiques des fois sont compliquées à régler, mais voilà, ça peut être... Allez, c'est pas encore le passage devant le panneau. Allez, il est interminable. Alexander Kamp, et regardez le coureur de l'équipe Tudor. C'est peut-être lui qui va venir coiffer tout le monde. Ah, c'est Roskopf. Non, finalement. Kamp a réussi à résister. 6 secondes de bonif pour Kamp. Hein. Il a fait un sacré sprint, Kamp, parce qu'il a été chercher Asparen. Il a continué à emmener le sprint. Alors, Roskopf n'a pas réussi à le passer. Vous dites 6 dans le temps de la plupart des coureurs du peloton, c'est-à-dire qu'il était à 10 secondes. Il revient donc à 4 secondes seulement de Brian Cocard. 4 secondes à égalité avec Valentin Ferron qui était 3e ce matin au départ de l'étape. Le château du Pâtis, à ne pas confondre avec le château du Paty dans la Sarthe. Le château du Pâtis, eh bien c'est tout simplement la maison natale de Hervé Bazin. La demeure historique de l'écrivain. Elle a servi de cadre d'ailleurs à l'intrigue de son tout premier roman très célèbre, Vipère au poing, paru en 1948 et qui a connu un immense succès populaire. L'enfance d'Hervé Bazin avait été marquée ici par ses relations conflictuelles avec sa mère, autoritaire et cruelle, transfigurée sous les traits de la terrible folcoche du roman, qui d'ailleurs a résidé ce château jusqu'à sa mort en 1960. Hervé Bazin, ancien président de l'Académie Goncourt, lui, est décédé en 1996. Oui, l'écart, comme disait Christophe, l'écart est remonté, un coureur de moins à l'avant. Du coup, on peut laisser un petit peu plus de lest. Je pense que les coureurs du peloton se méfient de Roskopf, qui est un coureur qui a déjà été 2 fois champion des États-Unis contre la montre, qui a déjà réussi et mis à bout des longues échappées matinales. Donc voilà, c'est un coureur qu'on doit prendre au sérieux dans le peloton. Allez, Brin sur Longuenay, traversé à vive allure par
les coureurs de cette deuxième étape du région Pays de la Loire Tour. C'est le peloton qui sort maintenant de cette localité. Les échappés sont passés depuis un peu moins de 2 minutes 40 dans ce village. Et on va pas relâcher évidemment la pression désormais en ce qui concerne la tête du peloton. Ne prendre aucun risque. Est-ce qu'on aura, Pierre Rolland, du renfort d'autres équipes? Je pense notamment à la formation IF EasyPost. Pas immédiatement. Là, on va leur laisser aux coureurs de Groupama et aux 2 coureurs de Cofidis la charge de la chasse. Les autres équipes vont intervenir peut-être dans les 20 derniers kilomètres ou les 30 derniers kilomètres pour se placer. Il va peut-être avoir un effet de rouleau compresseur à l'entrée du circuit, parce que tout le monde, quand on arrive sur un circuit final, on veut se placer, arriver en tête pour prendre des repères, voir également la ligne d'arrivée. Là, les coureurs vont y être dans 5-6 km. Donc il y aura peut-être une petite accélération du peloton, mais en tout cas, il n'y aura pas d'équipe à venir collaborer à l'avant immédiatement. Allez, le château, allure du lac. Regardez, belle demeure du 19e siècle. Non, magnifique, vraiment. Il a été d'ailleurs complètement rénové par son actuel propriétaire. Ah bah, si vous voulez vous marier, c'est peut-être le bel endroit quand même. Il a belle allure ce château. Oui. Bon. Attendez, ça on le fait une fois, mais pas 2. Non, c'était bien. Non. Bah, si, Patrick. C'est pas parce que vous n'avez pas eu l'idée. En même temps, on va pas repasser devant tout de suite. Donc non, c'est bon, je suis tranquille. En confiance ou dans de bonnes conditions, ou aussi voilà, pour apprendre à Eddy Le Huitous que la formation, ça passe par rouler pour les autres avant qu'on roule pour lui. Donc voilà, il y a plein de raisons, mais c'est sûr que les EF, ils se font amener, ils sont deuxième du général à 1 seconde. Pour l'instant, tout se passe très bien pour eux. Et l'on entre dans le Lyon d'Angers, car je vous le rappelle, il y aura l'entrée sur le circuit. Ce circuit qu'il faudra accomplir à 3 reprises une fois que l'on aura passé la ligne d'arrivée pour un premier passage. Ça va être le cas dans quelques instants. Et vous découvrez donc cette ligne d'arrivée. Il y a ce virage qui interviendra par la suite. Dans l'autre sens, vous n'en êtes pas rendu compte ici, mais par la suite, vous verrez, il y a un virage assez serré sur la gauche qui ralentit considérablement les coureurs à 300 mètres de la ligne. Et un léger faux plat montant pour l'arrivée. Et déjà du monde sur cette ligne d'arrivée au Lyon d'Angers. Vous allez voir maintenant le peloton qui va se présenter avec quand même plus de 2 minutes 30 de retard sur les échappés. Le Lyon d'Angers, une localité qui se trouve donc au nord-ouest d'Angers, capitale de l'Anjou. On n'est pas très loin, j'ai pas regardé, mais je dirais 20 km à peu près, peut-être un peu plus, 30 d'Angers, j'ai pas vérifié. Donc, mais voilà, pour vous donner une idée un peu grossière de la distance qui nous sépare d'Angers. On peut peut-être parler du circuit final. Une très belle ligne d'arrivée de 300 mètres sur une très grande route. Mais après, les coureurs vont évoluer quand même sur des petites routes pendant la majeure partie du circuit. On en viendrait presque à regretter qu'il n'y ait pas le vent d'hier, quand même, sur ce circuit qui est beaucoup plus large. Après, est-ce qu'il est aussi sur des portions aussi exposées au vent qu'hier? Probablement pas. On va le découvrir. Ce qui est sûr, c'est que nous, le peu qu'on en a vu, effectivement, il y aura des petites routes, surtout sur la partie finale, hormis les 2 derniers kilomètres qui sont sur une belle route. Sinon, avant ça, on sera sur des petites routes. Donc, il faudra être vigilant. Et effectivement, il y a des parties à découvert, mais aujourd'hui, quasiment un vent nul. Donc, ça n'aura aucun impact. Et on longe l'hippodrome du Lyon d'Angers, qui organise notamment l'Anjou Loire Challenge. L'hippodrome qui jouxte le haras national du Lyon d'Angers. Donc c'est vraiment l'hippodrome de l'Île Briand. Un champ de course donc
Et puis le haras national, où on le sait, on s'occupe des chevaux. C'est vraiment une terre d'équitation et de course de chevaux ici au Lion d'Angers. Allez, le passage sur la ligne maintenant du peloton, toujours très étiré. Le lion équestre, je vous parlais du haras national ici avec le mondial du lion. Il faut savoir qu'auparavant, le haras national était à Angers, et puis le site n'a cessé de voir son enceinte se rétrécir, tout simplement parce que la ville d'Angers devenait de plus en plus urbaine. Et donc on a acheté le domaine de l'île Briand en 1974. C'est le département du Maine-et-Loire qui s'en est chargé en collaboration avec l'État. Et le haras national d'Angers est donc passé de 2,5 hectares à 160 hectares. C'est vous dire l'importance qu'a pris effectivement cette association du Mondial du Lion. Voilà, regardez ce site magnifique où l'on retrouve évidemment tous les métiers du cheval. Là. Savoir si on a des ambitions, peut-être d'autres équipes aussi, hein, qui ont un sprinter, parce que les étapes elles passent vite. Les éléments, les chiffres ne donnent pas forcément avantage à l'échappée, mais moi je pense qu'ils ont une très très bonne chance d'aller au bout, parce que depuis tout à l'heure, hein, pas seulement depuis 10 km, mais déjà depuis la bonification, le peloton, je crois qu'ils ne peuvent pas rouler beaucoup plus vite. Hein, ils sont tout le temps au-dessus des 50 km/h, et je crois que c'est surtout devant qu'ils sont très costauds, hein, les trois. Et oui, de très bons rouleurs, effectivement, aux avant-postes. Pierre Rolland, vous pensez que les trois hommes de tête ont une chance, ou l'un d'entre eux? Ça va pas être simple, mais oui, c'est sûr que, comme je vous l'ai dit, hein, Joey Roscoff, c'est une bête à rouler. Là, il a un circuit taillé pour lui. Du peloton, mais voilà, on voit bien sur cette vue d'hélicoptère, c'est vraiment très, c'est très descriptif en tout cas de ce qu'on dit et de ce qu'on rappelle souvent. On court en équipe hein, dans le cyclisme et on encadre au maximum ses leaders. Allez, on est à 25 km de l'arrivée hein, maintenant. L'écart, bon, c'était prévisible, l'écart fléchit. Est-ce qu'il fléchit dans des proportions rapides problématique pour les trois hommes de tête? Oui, on peut le dire. Ouais, hein, il fléchit vite parce qu'on avait 2 minutes 24 hein, au passage sur la ligne à 34 km de l'arrivée. Donc là, en 9 km, on a perdu une quarantaine de secondes. Hein. Donc effectivement, l'écart est en train de fléchir, c'est en train de s'inverser un petit peu, c'est en train de tourner un peu à l'avantage du peloton, mais c'est logique, hein. On l'a dit, dans le peloton, on a vraiment pris conscience de cette échappée, on en a pris la mesure et on a vraiment clairement augmenté le rythme. Là, on a fait, pas vraiment un demi-tour, mais en tout cas, là, on est en train de redescendre hein, sur Saint-Lion d'Angers. On a traversé la rivière et là, on est sur le retour hein, pour revenir à l'amorce du dernier tour de circuit. Oui, on a traversé la localité de Chambelay. Chambelay, qui est une localité qui était chère à l'ancien acteur Jean-Claude Brialy, acteur et réalisateur, scénariste, écrivain également, puisqu'il y avait réalisé son premier film, Églantine, l'histoire de la vente d'une maison de famille, qui était tout simplement inspirée de la vente de la maison de ses grands-parents paternels, une maison de Chambelay ici, rue du Commerce. Regardez ce pont magnifique, un pont de pierre traversé par la course, le peloton après les échappées de ce premier région Tour des Pays de Loire. On va y arriver un jour hein, à remettre région Pays de la Loire. Région Pays de la Loire Tour. Non mais je le sais, mais c'est pas encore automatique. Vous voyez, ça va venir. Dans 10 ans, on dira, mais on n'était même pas fichu de sortir ce nom correctement. C'est plus Thomas qu'il faut qu'il le bosse apparemment. Oui, mais il le dit moins souvent que moi, c'est pour ça aussi. Moi, ça plus on va lui demander ce qu'il en pense. En tout cas, l'arrivée, va falloir savoir virer, hein, parce que on vire deux fois sur la gauche. Va falloir être dans les 3, 2, entre 2 et 4. Va pas falloir être beaucoup plus loin, hein, sinon ça va vraiment se jouer. Il va déjà avoir un premier sprint avant le virage. Oui. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait ce virage à 300 mètres. En fait, c'est plutôt virage. Vous visez avec un coureur des victoires d'étape, enfin une victoire d'étape, et puis aller chercher le classement général avec un autre coureur. Bah moi, je vais pas me dédire. Hein. Ça fait 2 jours que je dis que pour moi, ce sera pas un sprinter qui va remporter le classement général. L'étape du Mans est pour moi difficile, voire trop difficile pour les sprinters, je pense clairement. Et d'ailleurs, j'en ai fait mon favori pour le général avant le départ de
ce région Pays de la Loire Tour, Kevin Vauquelin peut clairement être un de ces coureurs qui vient mettre en difficulté les sprinters et qui peut tout à fait remporter le classement général sur la dernière étape au Mans. Donc oui, moi je pense qu'on peut miser sur deux cartes, faire les étapes de sprinter avec son sprinter et tout simplement avoir un coureur beaucoup plus véloce dans les ascensions, beaucoup plus puncher pour aller faire des différences qui peuvent complètement renverser le classement général. On rappelle qu'il y a quand même 6 ascensions de cette fameuse bosse avec des passages à 22%. Il y a quand même 6 fois l'escaladé sur la dernière étape. Donc il y aura largement de quoi faire pour ces punchers, grimpeurs, rouleurs. Et juste derrière les 3 hommes de tête. Ouais, ça aurait vraiment pas été loin pour les 3 hommes de tête. Peut-être on peut se poser la question, un coureur de plus. Tout à fait, ouais. Ça c'est sûr. Et là, c'est l'équipe, c'est Total Energy, je crois, qui a pris la tête. Ça roule à 65 km/h, nous glisse Thomas Vauclair. À 2 km de l'arrivée, oui, c'est ça. C'est l'équipe Total Energy qui vient de prendre la tête. L'équipe de Jason Tesson. Ouais. Et oui, et Jason Tesson en dernière position. Donc c'est Lorenzo Manzin qui va lancer Jason Tesson. Regardez, on est en train de faire l'effort aussi pour Arnaud Démarre. Arnaud Démarre qui a plus qu'un seul quand on rattrape les coureurs équipier. Non, Arnaud Démarre, il est au milieu. C'est même pas lui qui est là-bas devant. Arnaud Démarre, il s'est encore fait enfermer aujourd'hui. Il a perdu la roue de ses équipiers. Comme hier. Brian dans la roue de Chimola, il lui fait entièrement confiance. Il est en aveugle derrière lui. Chimola, il va tenter de le déposer. Attention à cet îlot directionnel qui a surpris quelques coureurs. On s'y trompe pas, les 2 coureurs de l'équipe Groupama FDJ, Arnaud Démarre n'est pas dedans. Regarde, il est là, il est sur la droite, là, il est en train de remonter, enfin de tenter de remonter. Non, on a Miles Scotson devant Bram Velten, un petit peu comme ce que l'on a vu hier. Arnaud qui fait des sprints et Brian qui pédale pas en ce moment, donc pas du tout la même approche. Et Lorenzo Manzin qui va être le poisson pilote de Jason Tesson. Ça y est, Arnaud est revenu. Chimola est passé tout seul. Lui aussi, Chimola a perdu Brian Coquard. Il est seul devant et ça n'a pas suivi derrière. Oui, il se passait quelque chose. C'est quelque chose. Dans le peloton, il y a une chute. Thomas, vous passe la parole. Thomas Vauclair. Attention, on arrive dans les derniers virages. On arrive dans les derniers virages. On est à 900 mètres, oui. C'est même pas 900 mètres, c'est 750 mètres. Il laisse les coureurs à terre. Plus de Brian Coquard. Brian a été gêné. Brian n'est pas là. Brian ne sera pas dans le sprint. Je ne sais pas s'il est tombé. En tout cas, Brian est chuté. Brian a chuté. Ah là là, quelle chuté, Brian Coquard. Le leader de la course est tombé. Et Bram Welten qui emmène là pour Rudy Barbier également. Rudy Barbier est tombé également, nous dit Thomas Vauclair. Oh là 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 là, encore une arrivée qui aurait été fracassante et ça va se jouer maintenant avec Bram Velten aux prises. Sur le dernier virage à gauche. Avec Erlend Blikra sur ce virage qui passe en tête. Erlend Blikra qui a viré en tête. On va voir s'il est capable de tenir maintenant. Il a encore un équipier, Blikra, et c'est Vandenberg, le maillot vert, là en 2e position pour l'équipe IF. Mais qui n'arrive pas à monter. Blikra. Eh bien non, les deux, les UnoX. Oh là là, le doublé, les UnoX, effectivement, avec Blikra qui a réussi à s'imposer devant son équipier. J'ai cru que c'était Blikra qui avait viré en tête. En fait, c'était Stian Fredheim qui avait viré en tête. Le 3e, Pierre Barbier. Et le 4e, apparemment, Lorenzo Manzin. Arnaud Démarre était présent dans ce sprint, mais on va attendre pour avoir les places définitives. Le final, il y a eu une chute, on le rappelle, à peu près 1 km 500 de l'arrivée, une chute qui a impliqué notamment le leader, Brian Coquard, Pierre Barbier aussi qui était dedans, et la surprise, UnoX qui vient faire 1 et 2. Oui, et alors dans les chutes, beaucoup de monde. Jason Tesson est tombé, Kevin Vauquelin est tombé. Le peloton était vraiment coupé, on n'a plus qu'une Pierre Barbier devant. N'est pas tombé, mais c'est Rudy Barbier qui a été tombé. La chute pour Saint-Michel Mavic-Aubert 93. Oui, Pierre il est dans le sprint, évidemment il n'est pas tombé. Vous voyez quand même que cette chute, et surtout le leader est tombé. Chute intervenue encore dans les 3 derniers kilomètres. La règle des 3 derniers kilomètres sera respectée, mais au-delà de cette règle, on est surtout anxieux de savoir si ces coureurs se sont fait mal ou pas. Une chute à l'avant du peloton, parce que tous ces coureurs étaient vraiment placés dans les toutes premières positions. Donc voilà, c'est malheureux. Alors on va passer la parole à Thomas Vauclair qui a vu cette chute peut-être de loin derrière le peloton. Mais Thomas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette chute fracassante à nouveau aujourd'hui dans le final de cette étape? Que c'est tombé vite, que c'est tombé très vite. Là, quand vous avez dit qu'il y a eu un problème, c'était déjà tombé depuis quelques secondes, qu'il y a eu des coureurs importants dedans. Brian Coquard est tombé, là, il est debout, ça va, il attend un vélo. On est dans les 3 derniers kilomètres, donc les coureurs seront reclassés dans le même temps. Il y a Kevin Vauquelin, un des favoris de l'épreuve, qui a mis beaucoup de temps à se relever. Là, il vient de remonter sur le vélo, il est resté très longtemps assis dans le fossé. Je rappelle, on n'a pas besoin de se presser à remonter sur le vélo une fois qu'on est tombé, puisque les temps sont
seront classés dans les temps du vainqueur. Et celui qui fait un petit peu plus, qui nous inquiète un petit peu davantage, c'est Jason Tesson. Hein. Il est un petit peu plus touché. Il communique avec le service médical. Donc vraiment une chute qui a impliqué pas mal de coureurs hein, sur la droite de la route. Ça frottait à 1 km 300 de l'arrivée. Et on voit Jason Tesson hein, qui est au sol, le coureur de l'équipe Total Energy. Rappelons, hein, l'Angevin Jason Tesson, il était sur ses terres, sur ses routes d'entraînement. Il rêvait de s'imposer. Bien non, le vainqueur devant 3 Français. Je vous l'ai dit, Erlen Blikra et Stian Edvardsen, Fredheim, le doublé norvégien de 2 coéquipiers. Pierre Barbier pour la formation CIC Unant Atlantique prend la 3e place. Lorenzo Manzin 4e.